Je commencerai par rebondir sur les histoires de champignons et de chats pour dire que le baron d'Amonville en 1880 a coupé l'oreille externe de tous ses chats pendant 5 ans pour vérifier si c'était efficace pour protéger les oiseaux. Il pensait que la pluie tombant dans les oreilles et allant dans le jardin allait empêcher, et donc il a publié, il y a une excellente publication sur ce sujet, est-ce que l'ablation de l'oreille externe des chats apporte quelque chose sur la protection des oiseaux. Donc le chat, c'était pratique. Bon, je reviendrai sur connaître et protéger les oiseaux dans l'Yonne. Donc au début du 19e siècle, l'Yonne est un département essentiellement rural, on peut même dire profondément rural. À part quelques villes, le reste on est dans la campagne profonde, on dirait maintenant. Donc dans la continuité des grandes expéditions maritimes des 17e et 18e siècles, avec leurs apports de découvertes exotiques, se créent des sociétés qui vont entre autres buts essayer de mettre en application et industrialiser toutes ces nouveautés. Donc il s'aborde au niveau départemental 2 types de structures pour remplacer les anciennes, essentiellement littéraires, qui perpétuaient la tradition des salons parisiens et dont la poésie était la principale préoccupation. Des sociétés historiques et scientifiques regroupant les élites départementales de la politique, mais aussi des avocats, des médecins, des ecclésiastiques et des membres de l'instruction publique. Celles-ci s'installent à Sens, à Vallon, Auxerre, dans les grandes villes. Et dans chaque sous-préfecture, des comices agricoles traitant des questions relatives à l'agriculture sous toutes ses formes, l'élevage, la viticulture, le maraîchage, le matériel, les concours. Donc, ces sociétés sont les correspondants locaux de la Société d'acclimatation à Paris et de la Société agricole de France. Aux élites communes de ces 2 types d'associations s'ajoutent les agriculteurs et des artisans dans chaque petite ville. Leurs recherches sont systématiquement publiées dans des revues échangées au niveau local et au niveau départemental. Le comice agricole de Joigny, qui est une toute petite ville, publiait un bulletin trimestriel de 150 pages et qui était échangé avec tous les comices agricoles de France. Donc très vite, au niveau de l'agriculture, apparaît et perdure jusqu'à nos jours la notion d'oiseau nuisible ou utile. Donc ce sont les scientifiques qui vont rapidement, à partir de 1850, dresser des inventaires où ils s'efforcent de recenser et de classer l'ensemble des espèces par département et surtout leur degré de nuisibilité en publiant des catalogues. Les sociétés agricoles utiliseront ces résultats en encourageant dans les écoles la parution de tableaux et en prônant la destruction ou la protection de certaines espèces. L'instruction publique se charge de mettre en place des cours d'agriculture dans chaque établissement avec comme activité spécifique l'étude des vertébrés. Et ce sont les instituteurs qui animeront les premières sociétés protectrices des oiseaux. Dans chacune des écoles sont installées, et ça c'est déjà apparent en 1876, dans l'école de Lyon, dans pratiquement toutes les écoles sont installés des petits musées avec des collections d'insectes et d'oiseaux. Des sociétés protectrices des oiseaux apparaissent dans tout le département avec leur statut, leur cotisation et la participation presque obligatoire de tous les élèves. L'instituteur en est le président et les élus locaux sont membres d'honneur. Les statuts sont draconiens. Tous les abus, comme le dénichage ou le piégeage, sont dénoncés et punis par un affichage aux portes de l'école ou l'envoi du garde champêtre. Les bonnes actions, comme la protection des nids ou le ramassage des insectes nuisibles, sont encouragées par des récompenses, des médailles et des prix aux élèves et aux maîtres lors des comices agricoles où toute la population est réunie. Par exemple, le comice agricole de Joigny en 1891 a rassemblé 5000 personnes pendant 8 jours de fête, courses de chevaux, paris mutuels, gondoles vénitiennes sur Lyon et fanfares de l'armée. Les gens des villes, plus penchés sur les nouveautés comme la mode, vont entrer rapidement en opposition avec ceux des campagnes, axés essentiellement et pratiquement uniquement sur des besoins utilitaires. À la fin du XIXe siècle, une Léguande ne peut sortir de chez elle sans son chapeau sur lequel sont jugés 1, 2, voire 5 ou 6 oiseaux. Plus l'espèce est rare, plus la dame se fait remarquer. La corporation des plumassiers prend son essor. Quelques personnes se sont émues de ces situations un peu paradoxales, avec d'une part la chasse nécessaire dans les campagnes pour se nourrir, détruire les nuisibles et fournir l'industrie de la plume, et d'autre part la protection des oiseaux enseignée dans les écoles et divulguée dans les sociétés d'agriculture.
La Société nationale d'acclimatation fonde en 1912 la LPO, Ligue de protection des oiseaux, qui au départ correspond à la nécessité de réagir face au non-respect du traité international de Paris de 1901 sur la protection des espèces utiles à l'agriculture et qui avait été ratifié en 1905 par la France. Donc l'origine de la création de la LPO, c'est la non-ratification des traités. Cette association évitera ainsi les conflits entre les protecteurs et les chasseurs. Le premier coup d'éclat de cette jeune association fut l'interdiction de la chasse des macareux aux Sept-Îles. Les sociétés de protection, à partir de 1912, ne sont plus compatibles avec les sociétés agricoles pour des raisons d'intérêt tout à fait différentes. Elles ne feront que diverger après cette date. Durant cette période, de 1850 à 1912, foisonnante de découvertes, à peine ralentie par la guerre de 1870, apparaît dans le département de l'Yonne ce type de société qui, certainement avec les appuis politiques de Paul Bert, a eu un retentissement au niveau national. Le sentiment de revanche consécutif à la guerre de 1870, avec la perte de l'Alsace-Lorraine, les grandes querelles sur la laïcité de l'école dont Paul Bert obtiendra la gratuité en 1881, ont certainement beaucoup influé sur cette puissante solidarité associative départementale. Donc on retracera dans cet exposé une suite historique de ces sociétés. Donc la première, c'est les statuts de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne. Ils sont déposés en 1847 pour répondre aux souhaits d'une bourgeoisie provinciale aisée et cultivée, soucieuse de faire progresser les connaissances et de publier ses travaux de manière à encourager et répandre le goût de la science. Cette société s'est investie dans de multiples activités. Un de ses buts, c'est l'enrichissement du musée d'Auxerre. Elle achète des livres pour la bibliothèque, des tableaux et reçoit des dons de collectionneurs. C'est elle qui finance les fouilles menées après les premières couvertes des grottes d'Arcy-sur-Cure et de Saint-Moré en 1853 et celles de Fontaine-Salée à partir de 1934. Dès sa fondation, la Société des sciences montre un grand intérêt pour les sciences naturelles, que ce soit les fossiles, la botanique, les insectes, les poissons, les vertébrés avec Paul Bert ou les oiseaux avec Félix Rabet. L'ensemble des bulletins publiés, c'est le fonds indispensable à ceux qui veulent étudier les activités scientifiques au niveau de l'Yonne. Pour ce qui est de l'ornithologie, le premier qui se passionne pour le sujet, c'est Achille Collin. Alors Achille Collin, il est né en 1824, il démarre des études de vétérinaire de la maison Alfort, il se fait virer, il continue à Lyon et il obtient son diplôme en 1846. C'était une forte tête. Il s'établit à Auxerre et prend la succession de son père. Donc c'est lui qui installe, avec l'aide de grands collectionneurs comme Robinho-Bourgneuf de Saint-Sauveur et de Donateur, la collection départementale des animaux vertébrés de l'Yonne. Il se noie tragiquement le 18 février 1855. Sa barque chavire en hiver lors d'une poursuite de grève dont il voulait enrichir le musée. Sa succession, donc pour le remplacer, c'est Paul Bert. Paul Bert, en fait, c'est le personnage principal de l'histoire de protection des oiseaux dans l'Yonne. Donc Paul Bert est né en 1833. Il commence ses études l'amènent d'abord à une licence en droit à Paris en 1857. Il côtoie des scientifiques et il débute des études de médecine et de sciences naturelles jusqu'en 1866. Donc il sera avocat, médecin, prof de sciences naturelles. En 1863, il obtient son diplôme de docteur en médecine et en 1866, son doctorat en sciences naturelles. Il est coopté en 1855 à la mort d'Achille Collin à la Société des sciences de l'Yonne et il s'occupe de la collection des animaux vertébrés de l'Yonne. En 1864, il publie le catalogue méthodique des animaux vertébrés qui vivent à l'état sauvage dans le département de l'Yonne, avec la clé des espèces et le diagnose. Ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'il y avait un système à clé. C'était, dans sa dédicace, il s'adresse à tout le monde, chasseurs, pêcheurs et curieux. Son livre est un des premiers à se servir d'un système de clés déjà utilisé par les botanistes. Il inventorie 215 espèces d'oiseaux. Donc, en plus, dans le catalogue de Paul Bert, en fait, il n'y a pas tellement de détails, il y a une description. Et il semble qu'il ait peut-être été voir la collection d'oiseaux d'Achille Collin, qui avait été régulièrement augmentée pour faire son inventaire.
on n'a aucune note. Alors que plus tard, il publiera au niveau de la Société des sciences une note sur les observations où il précise bien qu'il faut marquer le jour et tout ça. Et lui, il n'en tient pas compte dans son catalogue. Alors son catalogue aussi, il faudra que je recherche ça, mais il semble que ce soit qu'il apparaît en même temps, son catalogue, que celui de Seine-et-Marne, de l'Aube, de la Côte d'Or, pas de la Nièvre, mais du Loiret. Et il semble que ce soit peut-être un édit impérial qui ait réclamé dans ces années-là un recensement de tous les mammifères. Donc ça apparaît très bien au niveau de la Société des sciences de Paris. Alors, dans son catalogue en taux, n'apparaît pas le 5, alors qu'on pense qu'il était commun, non constaté par moi, mais on y trouve par contre, en octobre 1861, un lagopède tué aux environs d'Auxerre. Lagopède qui est une espèce de montagnarde alpine et tout ça. Donc cet ouvrage constitue la base des données ornithologiques du département. Il a été réédité par la Société des sciences de Lyon et la faculté de Dijon, je ne sais pas trop quel service, en 1986, avec les annotations pour les oiseaux de M. Bernard Frochot. Paul Bert, donc il n'y a pas eu de catalogue des animaux, pratiquement à part celui de Rabet qui est apparu après, mais entre Paul Bert et les commentaires de M. Frochot, il n'y a rien eu du tout. Donc, il est réédité, oui c'est ça. Paul Bert, épris de sciences fondamentales et politiques, continua rapidement sa carrière à Paris. Elle était fois scientifique, professeur à la chaire de physiologie de la faculté de Paris, et politique après la chute de l'Empire et la défaite de Sedan en 70. Sa carrière scientifique l'a amené à faire surtout de la physiologie. Il a beaucoup travaillé sur la respiration et sur des histoires de scaphandrier, de pression, d'histoires comme ça. Il a travaillé énormément là-dessus, et à la fin, il était à l'Académie des sciences. Il était académicien. Il est député de Lyon en 1872, il est réélu jusqu'à sa mort. Alors, sa carrière politique est celle d'un brillant second de Léon Gambetta, dont il a été ministre d'Éducation nationale, et de Jules Ferry, dont il défend devant l'Assemblée les projets de loi et les réformes scolaires. Comme il était avocat, je veux dire, il avait la parole. Il a participé aux grandes querelles sur la laïcité à l'école. Il sera ministre de l'Instruction publique et des cultes en 1880 sous le ministère Gambetta. Il est l'artisan par la loi Paul Bert du 8 août 1979 de la création des écoles normales primaires départementales obligatoires. Elles n'étaient pas trop obligatoires pour les départements avant. Donc il est l'artisan par la loi Paul Bert de 8 août 1979 de la création des écoles normales primaires départementales qui formeront la cohorte d'instituteurs que Charles Péguy surnommera en 1905 les hussards noirs de la République. Et qui apprendront, en fait, c'est ces hussards noirs qui apprendront aux enfants à protéger les oiseaux. Je soupçonnerais même Paul Bert d'avoir été l'instigateur des cours à Auxerre, puisqu'en fait il était à Paris mais il était à Auxerre tout le temps, les instigateurs des cours de l'école normale, parce qu'on voit une subite apparition d'un seul coup de société protectrice aux oiseaux dans toutes les écoles. Donc je pense que ça avait été enseigné dans les écoles normales. Donc lui, il meurt à Hanoï le 11 novembre 1886, où il occupait un poste de résident général d'Annam et du Tonkin. Paul Bert n'a pas eu l'aura de Jules Ferry ni de Gambetta, parce qu'il a quand même fait pas mal d'écrits sur la fin de sa vie, sur la supériorité de certaines races par rapport aux autres, qui l'ont fait combattre sérieusement par Clémenceau et qui l'ont fait un petit peu pousser en dehors de la littérature. Sinon, en gros, toutes les lois sur l'éducation, la laïcité, la gratuité et tout ça, Paul Bert est aussi important, sinon plus que Jules Ferry, parce qu'en plus il avait la voix. Oui. Mais il a été un peu occulté. Donc, coopté en 1869 à la Société des sciences de Lyon, un médecin de Maligny, Félix Rabet, s'affirmera rapidement pour sa compétence en ornithologie. C'est lui, en gros, le personnage clé de l'ornithologie dans Lyon. Toute sa vie sera animée par deux passions, la chasse et les sciences naturelles. Il tient pour axiome que l'histoire naturelle ne s'apprend sérieusement qu'un fusil à la main, un scalpel de l'autre. Il était aussi habile de chacun des deux instruments. À cela, je rajoute rapidement la technique de l'empaillage, qui lui permet de faire une collection personnelle, d'augmenter celle du musée d'Auxerre et d'échanger avec les autres naturalistes.
Il tisse et mobilise un réseau de chasseurs et de correspondants qui lui permettent d'avoir une vue globale sur tout le département. Il reçoit du ministre, mais à ce moment-là, il faut dire, Paul Bert était déjà là-bas. Il reçoit du ministre, sur la recommandation de la Société des sciences, l'autorisation de chasser en temps prohibé les oiseaux de passage, dans l'unique but de les observer et de les collectionner, le 2 juin 1872. Il effectue donc un recensement minutieux de toute la gent ailée du département de l'Yonne et publie en 1886, donc un peu après, complémentairement à celui de Paul Bert en 1864, le catalogue annoté des oiseaux observés dans l'Yonne, y vivant à l'état sauvage, sédentaire ou n'y étant que de passage. Paul Bert avait enregistré 215 espèces, le docteur Rabet en trouve 57 de plus, 272. Dans sa préface, il aborde les méthodes de classification, la physiologie de l'oiseau et déjà commence à décrire sa psychologie. Chaque espèce est traitée à la façon d'un portrait. Des indications sur le lieu, l'observation, le jour sont précisées, ainsi qu'une anecdote pour certaines des espèces, ce qui rend ce catalogue très moderne. Il veut aussi connaître au plus juste l'époque des départs et des retours de ceux qui obéissent à la papillonne, c'est-à-dire à la migration. Pour ce faire, il ouvre en 1886 un journal où il consigne jour après jour toutes ses observations et ses remarques. Il les tiendra jusqu'à sa mort et il publiera chaque année ses résultats. Quand on se passionne pour les oiseaux, il est bien surprenant qu'on ne devienne pas un protecteur acharné de ceux d'entre eux qui rendent service. En 1884, il interpelle le préfet et demande l'interdiction de la chasse aux petits oiseaux dans l'Yonne. Elle est effective en 1885 et 1886. Ça n'existe nulle part en France. Dans ses écrits et ses lettres aux différents bulletins, il se lance l'anathème contre les assassins d'oiseaux du Midi. Il s'attaque aux belles élégantes complices des massacres commis en vue des ornements de leur coiffure. En décembre 1890, il lance un appel dans tous les journaux départementaux pour le nourrissage en période d'hiver. Et finalement, au début de l'année 1890, le docteur Rabet se résout à créer dans l'Yonne une société ayant pour objet la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Il semble que cette société, ça va être à vérifier, soit la première. Donc la LPO c'est 1912, lui il en crée une en 1890. On est 20 ans plus tôt. Donc la Société protectrice des oiseaux de l'Yonne est née. C'est certainement la première qui a été répertoriée en France, hormis celle des scolaires. Jusqu'à sa mort, son association est très active. Elle distribue des médailles et des primes aux auxiliaires méritants. Elle publie des bulletins. Elle intervient dans tous les concours agricoles du département. Elle fait surgir en dehors de l'Yonne des sociétés sœurs adoptant les mêmes statuts. La Société de France d'acclimatation s'en inspirera certainement pour faire ceux de la LPO en 1912, parce qu'en plus ils correspondaient avec la Société d'acclimatation. Les oiseaux n'ayant pas de frontières, il émet l'idée d'un protectorat international, qui avait déjà un petit peu été émis aux États-Unis, et lorsqu'il se créait, il fut un de ses premiers adhérents. Il est élu vice-président de la Société des sciences de Lyon le 5 avril 1991, mais tous ces moyens ne lui semblent que palliatifs. Je le cite, le vrai remède serait d'extirper de notre être ces instincts de férocité aveugle dont nous sommes les vraies victimes. Pour ce faire, il publie L'agriculture et les oiseaux, qu'il dédie d'abord à son fils et à l'ensemble de la jeunesse. Il faut agir contre la nature malléable et si perméable de l'enfant. On y trouve toutes les recommandations modernes de protection. Tâchez d'obtenir que l'on plante des sureaux, des charmilles, des arbustes à baies pour le retrait et la nourriture. Établissez des nids artificiels et distribuez leurs rations de vivre. Rien de neuf en la matière. En 1893, il reçoit la médaille de vermeil de la Société protectrice des animaux pour sa création de la SPOI. En 1894, il fait l'inventaire de la collection Robineau-Bronneuf d'oiseaux empaillés, qui avait été commencée en 1835 et qui a été offerte à la Société des sciences par la famille et qui comprend 500 spécimens. Ce touche-à-tout arrête la médecine après 15 ans d'exercice pour se consacrer à un héritage de terres agricoles. Entre autres, c'est là que ça se corse, avec la même passion,
Il élève dans ses bassins des saumons qu'il relâche dans la cure. Après avoir alerté le gouvernement par l'intermédiaire de Bolbert sur sa disparition. Le dernier saumon à Joigny dans l'Yonne a été pris en 1935, je crois. Pire, il introduit l'écrevisse américaine. Et il repeuple l'espèce à pattes blanches les rues du département avec l'aide de subventions. Il a eu des subventions pendant 3 ans. Il publie sur toutes ses activités et éventuellement les illustre avec un talent remarquable. Les dessins que vous voyez, c'est de lui, en plus. Donc sur l'écrevisse, il publie sur la peste des écrevisses et sur les différentes maladies afférentes aux écrevisses. Il publie généralement ou à la Société protectrice des animaux ou à la Société d'acclimatation. Après l'air, les oiseaux, l'eau, l'écrevisse, la carpe et le saumon, il s'attaque à la terre et devient ici viticulteur. Ses possessions de friches l'entraînent à des essais de plantation d'essences diverses de résineux. Et il décède en novembre 1896 et la SPOI tombe en sommeil. À partir de lui, la société disparaît. Donc, après la période troublée de la guerre 1914-1918, l'association est relancée par la Société des sciences de Lyon dans sa séance du 1er décembre 1922. Courtet est élu président et Maurice Berthelot vice-président. Donc ce sera Maurice Berthelot en fait, qui sera très rapidement président. Il devient le responsable et relance intensivement la protection des oiseaux dans le département. Là, il reçoit un tas de médailles de la Société nationale d'acclimatation en 24, l'aigle d'or américain. Alors en fait, il a eu un tas de médailles, sauf la médaille de la LPO, parce qu'en fait, il n'a jamais été à la LPO. Donc la Société d'acclimatation ne pouvait pas lui remettre de médaille de protection des oiseaux de la LPO, parce qu'il n'en faisait pas partie. Donc le 1er mai 1927, il reçoit les félicitations de la Société d'acclimatation. Il est nommé président de la séance annuelle de remise des récompenses. Le 2 décembre 1928, il se voit remettre la plus grande distinction en matière de protection, la grande médaille d'argent américaine. Il devient vice-président de la Fédération des groupements protecteurs des oiseaux. L'ALPO faisait partie du groupement protecteur des oiseaux, et lui, il en était le vice-président. En 1929, la campagne de mise de refuge porte ses fruits dans l'Yonne. 131 sont effectifs dans tout le département, pour une superficie de 5236 hectares à cette époque-là. Et ils sont médaillés par la LPO. M. Berthelot encourage la fabrication à Auxerre et l'hygiène de nichoirs rendus dans toute la France. La chasse faite par l'intermédiaire de la SPOI, et il faut y ajouter obligatoirement une carte d'adhérent. Donc il y a eu beaucoup de membres à cette époque-là. Il diffuse des notices et des tracts et distribue des ouvrages sur les oiseaux utiles à l'agriculture. Le 2 mars 1930, Maurice Berthelot est fait chevalier du mérite agricole. La SPOI est totalement occultée par la guerre de 1940. Donc, quatrième personnage, en 1953, sous la présidence de Louis Chevalier, une nouvelle dynamique se met en place avec la campagne pour sauver les oiseaux. Des concours de dessin et des nouvelles sont proposés dans les écoles. Il publie Protégeons les oiseaux et une revue Battement d'ailes en 1958. René Vénard, vice-président de l'association, est un artiste peintre et il nous a laissé, à la LPO Lyon, on a la chance d'avoir en fait des archives de toutes ces périodes depuis 1890 en continuité jusqu'à maintenant. Donc René Vénard, entre autres, a laissé tout un tas de tableaux qui retracent bien la mentalité de l'époque. Il était aquarelliste de talent. Ce n'a pas été un artiste très connu, mais c'est très bien. Ça permet d'avoir une idée de ce qui se faisait à l'époque. Par manque d'adhérents, l'activité de la SPOI cesse dans les années 70. Ça, c'est le logo de la SPOI. Ça, c'était des vignettes qui étaient éditées pour mettre à côté des timbres. Donc, ils vendaient des vignettes. En 1979, sous l'impulsion de Vincent Régnier, se crée le groupe ornithologique du nord de Lyon, le GONI. C'est une activité de la Maison des Jeunes de la Culture de Sens, avec des sorties sur le terrain, des voyages, des visites, des conférences. Le 4 juillet 1981, les statuts du groupe ornithologique de Lyon sont déposés à Sens. Le GODI débutera alors un travail, le GODI qui remplace le GONI, le GODI débute un travail d'inventaire et de protection de tout le département,
et un travail méthodique d'ornithologie qui le conduira, après 10 années d'observation, à publier l'Atlas des oiseaux nicheurs de Lyon en 1994. S'y ajoute une activité de protection et de sensibilisation aux problèmes liés aux oiseaux. Un centre de soins voit le jour et s'appelle le Centre de soins de sauvegarde des oiseaux à Fontaine-la-Gaillarde. Dans ses compétences, le GODI fait l'inventaire des SNIEF et participe aux commissions départementales liées à l'environnement. En 1995, il devient délégation départementale de la LPO et s'appellera désormais LPO Yonne. En 2005, la LPO participe à la création d'une fédération des associations ornithologiques de Bourgogne, les POB. Cette fédération, composée actuellement de 5 associations, a été créée dans le but de faciliter la mise en cohérence des projets et des études scientifiques au niveau régional et de développer la synergie de tous les acteurs, de favoriser l'accès à la connaissance de la nature et d'œuvrer pour la protection. Alors, que tirer en conclusion de toutes ces données dans Lyon? Des personnages érudits sont apparus comme des étoiles filantes depuis 1850. Leur méthode et leur culture ont permis des progrès ponctuels assez fulgurants, qui ont ainsi la base d'une science s'accaparant les progrès techniques, permettant une crédibilité de plus en plus grande. Au niveau local, les techniques basées sur l'observation n'ont évolué qu'en fonction de la démocratisation des instruments utilisés. Les aléas historiques ont créé des trous béants dans les progrès de la connaissance des espèces. L'oiseau, en période troublée, disparaît complètement de la préoccupation citoyenne. La prise de conscience récente de la nécessité d'une protection des oiseaux se transformant en pourquoi connaître et protéger la nature. L'augmentation du nombre d'associations militantes dont c'est aujourd'hui le combat laisse augurer de réels espoirs quant à l'avenir. Cette lutte permanente semble malgré tout bien compromise. Les préoccupations de nos prédécesseurs étaient fortement claires et mises en application de façon beaucoup plus drastique que les nôtres actuellement, avec les résultats que l'on connaît. Je ne citerai que un alinéa des statuts de la Société de protection de l'école de Moutier-en-Puisaye. Tout enfant membre de la société s'engage non seulement à ne jamais détruire l'ennemi, mais aussi à bien protéger les couvées, à détruire les engins de chasse et en outre à détruire les animaux nuisibles aux récoltes. Les élèves dans la commune étaient divisés en 9 sections, avec chacun un président chargé de visiter tous les nids dans son parage. Ce qui a fait faire une publication à notre instituteur disant que peut-être si on va voir souvent les nids, on fait plus de dégâts que... Donc il y a eu aussi une étude de fait là-dessus. Alors où sont les progrès? C'est difficile à dire. La réussite ponctuelle de quelques mesures sur les espèces emblématiques ne cache pas la misère de la disparition de l'accord des autres. Ne nous leurrons pas sur le rôle de l'éducation qui a atteint dans Lyon son point culminant à la fin du XIXe siècle, avec pratiquement une société dans chaque école et dont les acquis n'ont pas résisté à l'apparition des sociétés de consommation et aux difficultés historiques. Et posons-nous la question, la protection des oiseaux ne serait-elle pas liée à un total changement philosophique de notre conception de la vie en général? Voilà.